Brestois, Brestoises, podcast victorieux, podcast heureux. Bienvenue pour ce 48e épisode de Brest On Air où, comme d'habitude, je suis rejoint par Fanch et Yann qui sont évidemment joyeux après cette belle victoire dans un derby et cette deuxième victoire consécutive. Messieurs, Yann, je vais commencer par toi. La forme est bonne, j'imagine. La forme est bonne, mais je suis quand même assez inquiet parce que je n'ai pas de nouvelles de mon ami Loïc Ferry. Disparu depuis dimanche. Il serait discret en ce moment. Et toi, Fanch? Moi, ça va très bien. Après avoir pu assister à ce derby du stade, évidemment, on ne peut être que très content. C'est vrai. Alors évidemment, on va refaire le match. On refait le match, comme dirait un ami décédé. En long, en large et en travers, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire. C'était un match très intéressant d'un point de vue sportif et comptable, évidemment. Et ensuite, il y aura les traditionnels news et puis un petit point sur Angers-Brest qui se déroulera dimanche à 15h au stade Raymond Kopa. Cette fois, on n'y sera pas, pas comme l'année dernière. C'est vrai, pour l'une des seules victoires brestoises à l'extérieur. Mais voilà. On y reviendra un peu plus tard, évidemment. On va faire la part belle à ce Brest-Lorient. Spécialité historique du port de Lorient, le merlu se consomme en toute saison. Alors Brest-Lorient, je vais rappeler un peu les compositions et les buteurs et tout ce qui s'est passé autour du match. Alors on commence par le stade brestois en 4-2-3 avec l'Arseneur dans les buts, Fossurier, Hérel, Duverne et Perrault en défense, Diallo, Belkebla pour les deux milieux axiaux, on va dire. Le Doiron, Charbonnier et Fèvre derrière. Steve Mounier du côté lorientais, 4-2-3 également avec Paul Nardi dans les buts, Mendes, Fontaine, Morel et Le Goff en défense, Lemoinet à Bergel dans les deux milieux centraux, Boigard, Lefebvre et Wissa derrière Gurbich évidemment. Ça a très rapidement changé avec la blessure de Boigard. Lorient a fait rentrer Hamel et est passé en 4-4-2 assez rapidement. Ça a pas mal changé le match selon moi, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc ouverture du score, très belle ouverture du score évidemment, une vidéo qui buzz sur les réseaux sociaux de Romain Perrault à la 30e minute. C'était d'ailleurs pendant la minute un peu d'applaudissement, la minute de bruit à Francis Leblay, puisque c'était la 29e minute techniquement. C'est peut-être la première fois que ça arrive, en tout cas j'ai pas trop de souvenirs là-dessus. Steve Mounier qui double la mise 2 minutes plus tard. Christophe Hérel marque lui-même il va de son petit but, mais contre son camp, sur encore un coup de pied arrêté défensif. Après la pause, Franck Honora, qui vient de rentrer, marque un joli but sur une reprise de volée intérieur du pied, un peu à la manière de Romain Perrault. On joue la 62e minute. Et enfin, pour donner un peu de piment à cette fin de match et à ces deux dernières minutes, Gauthier Larsonneur décide, grand seigneur, d'offrir un but à Thomas Monconduit pour une victoire finale brestoise. 3-2, comme d'ailleurs en 2018, même résultat, pas mal de similitudes entre le but sur coup franc des Lorientais, quelques très jolis buts, très belles actions côté brestois, donc voilà, les mêmes résultats, même 3 points pour le stade brestois, donc on est content. Alors le stade brestois n'a pas été très brillant, mais selon moi a fait un match plutôt appliqué et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la victoire est assez méritée et que Brest a vraiment, je dirais, dans sa globalité, maîtrisé son sujet. Oui, alors si tu veux que je commence, moi ce que j'ai noté en tout cas, c'était une victoire pour moi qui ne souffrait d'aucune contestation finalement sur l'ensemble du match. Je pense qu'on a été supérieur dans tous les domaines du jeu, dans tous les compartiments. Et peut-être tu voudras revenir sur l'aspect tactique avec la blessure de Boigard qui peut-être a changé le match. Je pense qu'on peut en débattre. Je suis pas loin d'être d'accord parce que l'entrée de Pierre-Yves Hamel a vraiment, j'avais l'impression qu'il servait vraiment à rien du côté de Lorient. Et que du coup, on jouait pas à 11 contre 10, mais voilà, il y avait on était à l'aise en défense pour relancer, il n'était pas très, très présent au pressing, et on a pu développer notre jeu petit à petit, et ces 2-3 minutes là, entre la 30e et la 33e, nous ont fait énormément de bien. J'ai cru, à un moment donné, qu'il y aurait un peu lorsque Christophe Hérel a réduit le score, involontairement, bien sûr, pour Lorient. Là, on l'espère. Bah oui. Que ça allait peut-être tourner un petit peu au vinaigre. On a eu un temps fort l'orienté avec Wissa, puis ensuite Gurbich, si je me trompe pas, qui frappe sur le poteau à bout portant. Ça fait cher le poteau, côté Loïc Ferry. Mais voilà, sinon, juste avant d'entrer plus dans les détails, une victoire pour moi voilà, qui est totalement méritée. Ouais, largement mérité. J'irais même moi jusqu'à dire que le score est très flatteur au final pour l'Orienté, puisque en dehors du poteau que tu évoquais, peut-être une petite incursion de Wissa en première mi-temps,
ils n'ont pas eu d'occasion franche par eux-mêmes. On leur donne les 2 buts. Thomas Fontaine, Oui. un super arrêt de l'Arsenal en début de seconde période. C'est vrai. D'ailleurs, voilà, leur grosse occasion intervient dans leurs 2, on va dire, petits temps forts, c'est-à-dire en fin de première période début de seconde. et en début de seconde période. À part ces 2 moments, on va dire, qui durent à peu près 20 minutes pendant le match, je pense que les 70 autres minutes ont été assez largement brestoises. C'est vrai. Et justement, on évoque le poteau de Gurbic, le très bel arrêt de l'Arsenal. C'est aussi le signe que la réussite revient. Je l'avais déjà pointé la semaine dernière sur le compte Twitter que la barre contre Dijon, ok, c'est de la chance, mais c'est un bon signe. On a de la chance qui revient. C'était le cas encore aujourd'hui. On sait que la réussite, ça se provoque. Il y a plein d'éléments qui font que. Mais c'est toujours satisfaisant de savoir qu'elle est là. Après, c'est vrai que la réussite, elle revient. Elle avait été bien absente contre Marseille quand même, parce que les 3 occasions marseillaises avaient donné 3 buts. Je pense que sur une saison, de toute manière, ça s'équilibre. Après, moi, si je peux avancer un point, c'est au-delà des buts, etc., du résultat, c'est que j'ai trouvé quelque chose de très très positif, c'est le comportement collectif de l'équipe. Dans le jeu, dans les circuits de passe, dans vraiment ce qu'on appelle un peu les circuits préférentiels, on voit que malgré le nombre de recrues qui étaient alignées, je ne sais pas combien il y en avait sur le terrain au début de la rencontre, il devait y en avoir au moins 3, je pense, avec Le Doiron, Erel, Fèvre, si je dis 4 et Mounier. Et on avait quand même l'impression de voir une équipe. Mounier qui arrivait il y a 10 jours. Voilà, ouais. Et Le Doiron et le Fèvre qui n'avaient jamais joué en Ligue 1 techniquement. Donc j'ai quand même trouvé une équipe qui maîtrisait son sujet collectivement, et j'ai trouvé ça très intéressant. Là-dessus, je pense que tu peux t'appuyer sur 2 défenseurs centraux. Oui. Je pense que l'apport d'Erel alors il n'a pas fait un match parfait. On peut tenir compte ou pas de son but contre son camp, mais je pense qu'il apporte quand même pas mal de calme, notamment à Jean-Kévin Duverne qui avait vraiment été excellent. Il a l'air serein. Il est pas tout le temps, mais en tout cas il montre qu'il est assez serein. Il y a eu quelques soucis de relance à 2-3 moments. Il y a eu un tacle un peu non maîtrisé sur Wissa qui part et qui rate un 3v1. Bravo à lui. Bravo à lui. Mais Gauthier Arsenault joue bien le coup aussi. Et Jean-Kévin Duverne également. Mais ouais, généralement, je pense que Christophe Herrel est d'une très bonne influence sur l'ensemble du groupe, et notamment Jean-Kévin Duverne. Je sais pas, je t'ai coupé. Non, mais je suis d'accord. Et là, je continue sur l'état d'esprit. Si tu veux, tu parles de l'influence d'un joueur sur le reste, en tout cas de ses coéquipiers. Et au-delà vraiment des cas individuels, j'ai trouvé un état d'esprit vraiment remarquable. Et j'en tiens pour preuve. À un moment donné, je crois que c'est en seconde période, lorsque donc Lorient était un petit peu dans ce que tu appelais le temps fort en début de seconde période, entre, je pense, la 45e et la 60e, le but en fait, le 3e but brestois. Et à un moment donné, il y a un ballon qui part sur le côté droit, le long du banc de touche de Brest, et on voit Romain Perraud faire un tacle un petit peu désespéré, un beau tacle qui envoie le ballon en touche, puis c'est quelque chose finalement qui arrive en match de manière assez classique. Et on a vu le banc de touche, notamment Brendan Chardonnay qui est en train de s'échauffer, venir l'applaudir et l'encourager, le haranguer, et on voyait vraiment l'équipe qui sentait qu'ils étaient peut-être un petit peu dans un moment moins bien, mais personne n'a lâché. Et je pense qu'avec ce genre de comportement, pour une équipe qui joue le maintien, c'est également très important. Donc j'ai vu des signes envoyés très positifs. C'est un comportement qu'on n'a pas vu du côté de l'adversaire. Pas du tout, exactement. Au contraire, quand il y a eu le 3e but, les mines étaient baissées, et on n'a pas senti les Lorientais capables de renverser la vapeur. Et d'ailleurs, après le 3e but, il me semble qu'ils ne proposent plus rien finalement de vraiment intéressant. Exactement. Sauf le but qui marque, qui est un cadeau, quoi. Et justement, sur la question de la mentalité, on le dit quand c'est pas bien, mais il faut le dire également quand c'est bien. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur Julien Faussurier, qui m'avait beaucoup inquiété dans son état d'esprit en début de saison, et qui, ça durera peut-être pas, mais sur ce match, s'est totalement mis dans le moule. Donc, c'est collectivement très intéressant, et on voit qu'il y a personne en fait qui est en retrait. Donc voilà, c'était juste pour le souligner, parce qu'on avait déjà remarqué qu'il n'était pas forcément encore dedans. Là, ça l'était. Et à ce titre, on peut noter l'investissement des remplaçants, parce que tous les joueurs qui sont entrés en jeu ont finalement apporté quelque chose. Honora est buteur, Cardona s'est procuré de belles occasions. D'ailleurs, il est dans le coup de l'action du 3e but aussi, parce que c'est lui qui est fauché un petit peu avant que le ballon n'arrive sur Honora. On a Mbok qui rentre à la mi-temps, qui remplace un Belkebla que j'ai trouvé
un petit peu en difficulté et qui évoque un match tout à fait satisfaisant. Après son entrée également à Dijon à la mi-temps. Voilà, voilà, ça aussi, ça me paraît satisfaisant et ça me paraît intéressant. Tokyo aussi qui s'est montré très agressif et au pressing, je l'ai vu faire des sprints de 40 mètres pour empêcher la relance de Paul Nardi parfois. Et peut-être ça paraît rien en fait, vu du stade peut-être, mais finalement la relance, Nardi il relance long et Brest récupère le ballon 80 mètres plus loin. Donc c'est un ensemble qui se dégage de manière vraiment intéressante. Et puis je pense que les images les plus frappantes, c'est sur les buts. Oui. Vraiment, voilà, que ce soit les remplaçants, que ce soit les titulaires. Je pense que l'image la plus intéressante, c'est avec Mounier qui vient d'arriver il y a 10 jours. Et tout de suite, tout le monde va sur lui pour célébrer. Donc je pense que voilà, le groupe vit bien pour parler de la maxime voilà, qui est régulièrement utilisée. Le groupe vit très bien et je pense que ça se voit sur le terrain aussi. Les joueurs semblent prendre pas mal de plaisir à jouer ensemble, de faire les efforts les uns pour les autres. Et je pense que c'est voilà, voilà, on est en train de regarder le match. Belkebla qui passe à 2 doigts de l'expulsion. Mais voilà, c'est vraiment tout le collectif qui s'en ressent et voilà. Au final, ça fait 2 victoires sur les 2 derniers matchs et les victoires appellent les victoires. Absolument. Donc, tu as tout à fait raison de dire ça. Les victoires appellent les victoires et justement, c'est bien qu'on ait coupé heureusement cette série de 2 défaites initiales parce que même malgré le bon comportement et le groupe vit bien, parfois lorsque tu enchaînes des mauvais résultats, il peut y avoir des petites tensions qui commencent à se cristalliser, etc. Or là, l'équipe gagne. Les remplaçants ne peuvent pas trop se plaindre finalement d'être remplaçants qu'on voit parce que le 11 titulaire tourne bien. Quand ils rentrent, ils sont déterminants. Donc pour l'instant, tout va bien. Hein, ça devrait être 6 points en 12 matchs. C'est pour une équipe qui joue le maintien, c'est largement dans les clous. Et même je pense que la défaite contre Marseille a apporté peut-être plus de positifs que de négatifs. Si on regarde voilà le contenu du match, je pense que tu ressors en étant brestois évidemment déçu, mais pas abattu. Voilà, tu vois que tu as réussi à mettre pas mal Marseille en difficulté sur des longues séquences en plus. Donc je pense que tu prends. Voilà, c'est relatif évidemment, c'est pas une victoire, mais tu prends pas mal de confiance après un match pareil. Parce que c'est l'adversaire, Marseille aussi, je pense. Voilà, tu aurais perdu 3-2 domicile contre Dijon, tu peux te dire bon, là c'est Marseille, on peut le comprendre comme ça, ouais. Totalement. Alors petit point tactique peut-être avec donc on en parlait tout à l'heure la sortie de Boisgard pour l'entrée de Pierre-Yves Hamel, donc qui fait passer Lorient en 4-4-2, mais plus que Lorient en 4-4-2, c'est vraiment Enzo Lefebvre, donc qui est leur leader technique, on va dire voilà, leur meilleur joueur au milieu de terrain en tout cas techniquement, qui passe à droite. Donc ça fait un milieu de terrain donc avec 2-8-6, Lemoine à Bergel. Tu peux pas faire du jeu en. Pourtant Bergel n'est pas mauvais. Ouais, Bergel est plutôt un bon joueur, mais c'est un joueur. C'est plutôt un récupérateur plutôt qu'un relanceur. C'est pas un créateur. Ouais. Et du coup, tu te retrouves avec Gurbich Hamel qui joue un peu de la même façon parce que Gurbich visiblement est utilisé comme ça par Pellissier, alors que je pense qu'il a beaucoup plus à apporter dans le jeu. Plus complet que. Et au final, tu es obligé de passer la ligne parce que tu peux pas passer par Lemoine et Bergel pour lancer tes actions. Tu peux le fait, on l'a pas trop vu, c'est pas un joueur de côté, je pense. On l'a pas trop vu rentrer dans l'axe. Wissa était, je pense, le joueur le plus dangereux côté lorientais, mais il s'est un peu éteint après la demi-heure de jeu, je dirais. Et donc, je pense que voilà, globalement, Brest a su maîtriser parfaitement le 4-4-2 lorientais en faisant tourner, en étant très patient, en étant sûr de ses qualités techniques. Évidemment, il y a eu quelques erreurs, notamment une paire de balles de Belkebla qui amène un contre de Wissa, justement. Oui, il rate le cadre. Il tire au-dessus, tout à fait. Et je pense que ça montre une certaine maîtrise, une certaine voilà, je pense que Brest prend conscience de ses qualités et montre que l'équipe n'est plus promue, contrairement à l'adversaire. Et ça s'est vu aussi parce que on semblait avoir plus confiance. Quand Lorient attaquait à 3 ou 4 maximum, Brest attaquait à 5, 6, 7. Si on prend le premier but, Perrault il est seul parce qu'il y a 3 ou 4 mecs dans la surface et du coup les Lorientais sont attirés par ces 3 ou 4 mecs dans la surface et du coup Perrault est tout seul sur son côté. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui a montré, je pense, que Dalloglio maîtrise plus son sujet que Pellissier en face et que pour moi, et ça je pense que ça ne fait plus vraiment aucun doute, mais Dalloglio est vraiment l'homme de la situation. Les joueurs prennent du plaisir à jouer sous Dalloglio. Notamment, je pense que Gaëtan Charbonnier est le meilleur exemple de ça. On le voit applaudir ses coéquipiers même quand il rate une passe. Ça c'est fou. C'est du jamais vu chez Gaëtan Charbonnier. Il fait les efforts. Voilà, il est partout. On sent qu'il a la confiance parce qu'il tente des choses. Il réussit des choses aussi surtout.
notamment des contrôles. Donc voilà, c'est vraiment une ligne de conduite qui est vraiment agréable à voir pour nous supporters, mais j'imagine que d'ailleurs supporters et neutres, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont pu voir le match qui sont plutôt enthousiasmés par Brest et Lorient. Et les suiveurs du foot en général, du foot français. C'est ça, donc voilà, c'était agréable pour les supporters, pour les neutres et pour les joueurs. Et je pense que c'est aussi intéressant parce que ce style de jeu met en valeur les individus dans la collectif. C'est-à-dire que pour des éventuels futurs transferts, je pense que ils sont mis en valeur. Des joueurs comme Fèvre par exemple, sont beaucoup plus mis en valeur dans une équipe de Dalloglio que à Lorient par exemple. C'est ça. Je prends par exemple l'exemple de Mounier et de Grbić. Si on inverse les rôles, je pense que voilà, Grbić, sa valeur là. Alors je veux pas dire qu'elle est en train de descendre parce qu'il a quand même mis 2 buts en 4 matchs, mais il a pas l'air d'être vraiment dans son assiette parce qu'il est pas vraiment utilisé, je pense, de la meilleure des façons. Alors que Mounier, à côté de lui, il est impliqué sur les 3 buts, par exemple. On en reparlera peut-être un peu plus sur les cas individuels. Mais voilà, un Romain Fèvre, par exemple, vraiment arrive à déployer toutes ses qualités d'entrée de jeu. Ça fait que 4 matchs et il est pas indispensable. Il a été peut-être un peu moins bon contre Lorient que contre Nîmes, contre Marseille et Dijon. C'est normal de manquer de constance, je pense, pour un joueur qui découvre finalement un championnat. C'est déjà plutôt bien. Tout à fait. Et voilà, d'une façon globale, c'est vraiment, il y a que du positif à retenir de ce match. Même les points négatifs, on en parlait avec Fanch hier ou dimanche après le match. Même les points négatifs qui sont les occasions lorientaises, elles arrivent majoritairement d'erreurs brestoises, donc c'est alors pas facile à corriger, mais en tout cas c'est entre nos mains et les coups de pied arrêtés défensifs, évidemment là c'est un peu plus dur. Mais au moins le problème est identifié. Voilà, c'est ça. Donc voilà, globalement, pour résumer un peu cette tirade tactique, c'était vraiment un match maîtrisé où on a senti les Brestois maîtres de leur sujet et c'était pas souvent l'année dernière. Non. Même face à des équipes de notre championnat, on va dire, comme Lorient, par exemple. C'était un peu plus brouillant. D'ailleurs, il me semble qu'on avait fait un podcast et qu'on était un petit peu en difficulté sur certains matchs et on allait aborder la série Dijon-Angers-Metz et j'avais dit ce serait bien qu'on remporte des victoires, même sans mériter, sans faire du beau jeu. Et c'est ce qu'on avait fait, mais on avait gagné contre Dijon et contre Metz en n'étant pas flamboyant du tout, en étant plutôt médiocre même dans le jeu à certains moments. Là, le match, on a passé un cap, je trouve, vraiment dans notre jeu. Et comme disait Yann tout à l'heure fort justement, le score de 3-2 pour moi est un petit peu trompeur parce qu'on aurait pu finir à 4-1, ça aurait été peut-être plus logique à mon sens. Et ce qui est agréable aussi, c'est qu'on voit des constantes au fil des matchs maintenant, ce qu'on n'arrivait peut-être pas nécessairement à faire l'année dernière. Un but de Perrault. On avait un match bon, oui. Un match un peu moyen, un autre match bon, ensuite un match dégueulasse, un match très bon. Là, ça enchaîne 2 ou 3 matchs de bonne facture, avec des principes de jeu qu'on retrouve au fil des rencontres, notamment les permutations incessantes entre Charbonnier, même le doigt rond qui est un peu en dessous parce que voilà, il n'y a pas non plus le QI foot encore de Ligue 1, ce qui est normal. Mais même quand les entrants sont entrés justement, ils ont aussi apporté pas mal de fraîcheur, des Honora de Cardona que j'ai trouvé très intéressant et qui n'a pas l'air de bouder, même d'avoir été mis sur le banc. Donc globalement, c'est vraiment un match très satisfaisant au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu, au niveau des principes qu'on a pu voir. Donc voilà, beaucoup de positifs à retenir de cette rencontre. Et le banc est un petit peu meilleur que l'année dernière. Quand tu peux faire entrer Honora et Cardona, ça donne des armes supplémentaires qui n'étaient pas forcément dans nos capacités, en tout cas la saison passée. Je voudrais juste peut-être rajouter un point sur lequel on n'est pas revenu, mais qui pour moi a été quand même flagrant sur ce match, c'est la supériorité physique en fait des Brestois. Ça m'a déjà frappé contre Dijon, ça a été encore plus le cas aujourd'hui, contre Lorient, c'est que physiquement notre équipe est prête et j'ai vu pas mal de matchs de Ligue 1 cette saison sur ce début de saison, on est peut-être dans les 3 équipes qui sont les mieux préparées. Donc on souligne le travail d'Olivier Dalloglio, mais c'est également de son staff. Et au niveau des statistiques, si on veut être aussi très précis, donc on est la pire défense du championnat pour l'instant, mais bon, ça n'aide pas quand tu prends 7 buts en 2 matchs pour commencer. Et Brest est la 4e équipe qui a le plus la possession du ballon en Ligue 1. Donc il y a devant, je sais plus quelles sont les équipes, mais Brest voilà, est 4e. Paris, évidemment. Il y a Paris, il y avait Lille, je crois, et je sais plus qui. Brest était 4e. Donc voilà. Et derrière, c'était des équipes comme Marseille. Donc comme quoi, au niveau du jeu, on n'a pas beaucoup à se plaindre en étant supporter de Brest.
On va peut-être passer juste rapidement à quelques prestations individuelles. Globalement, elles sont toutes satisfaisantes, mais il y a évidemment 2 ou 3 joueurs qui sont sortis du lot. On va parler notamment de Romain Perrault, de Jean-Kévin Duverne, peut-être de Steve Mounier, qui confirme voilà ce qu'il a apporté, notamment en plus face à entre guillemets ce qui aurait pu être son coéquipier, remplaçant, ouais. ou en tout cas, voilà, vous avez compris ce que j'essayais de dire. Mais voilà, Romain Perrault, peut-être homme du match, hein, j'imagine. Ah oui. Un là, but, c'était une passe décisive, mais et pas que ça. Voilà, c'est vraiment, il a fait vraiment peut-être son meilleur match parce qu'il a vraiment été complet tant défensivement, offensivement. Tu parlais tout à l'heure de ses tacles rageurs, il y en a eu 3 ou 4 en deuxième période. Il a vraiment jamais été passé. C'était vraiment un match d'un très très bon défenseur latéral gauche de Ligue 1. Match très abouti, et puis encore une fois on revenait sur la confiance et sur la réussite qui nous fuyait ces derniers temps et peut-être l'année dernière. Lui c'était le cas, je me souviens que son premier match contre Toulouse il tape le poteau, le second match contre Saint-Etienne il fait une bourde, et après ça a été un petit peu compliqué à se mettre dans le bain de la Ligue 1, et lui-même le disait très très clairement dans les médias dans la semaine qui a précédé le match de Lorient. Et là je pense que ce but à Dijon lui a fait énormément de bien, et il s'est révélé vraiment très très précis, autant dans ses passes que dans ses frappes que dans son placement. Pour moi, Romain Perrault est vraiment l'homme du match sur cette rencontre. C'est vraiment fou, je trouve, l'impact qu'il a sur le jeu, oui, au niveau de sa position de latéral gauche. En tout cas, à Brest, on n'a pas vu ça. En tout cas, depuis qu'on va au stade. Pour moi, je trouve ça assez dingue. Et même tant par le jeu que par son énergie. Contre Marseille, j'avais parlé de son énergie qui était très communicative au reste du groupe finalement. C'est ça. Et ça se voit match après match parce qu'il confirme en fait que ça devient un très bon défenseur latéral gauche de Ligue 1. Et donc j'ai vérifié, il est bien sous contrat jusqu'en 2023, ce qui évidemment fait plaisir. Quel âge il a, Perrault? C'est son anniversaire. Il a 23 ans. Oui, tout à fait, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Romain. Le même date de naissance que Ronaldo, le gros Ronaldo, le vrai. Donc un but, ça fait quand même 2 buts de passes décisives en 3 matchs pour lui, puisqu'il n'avait pas joué à Nîmes. Ça s'était ressenti d'ailleurs. Pour moi, c'est peut-être le premier nom désormais qu'on coche sur la feuille de match, avec évidemment les Diallo et autres. Je me souviens que l'année dernière, il avait été plusieurs fois en balance avec Ludovic Ball en première partie de saison, même en seconde partie, que Romain Perrault n'était pas un titulaire forcément indiscutable. Or aujourd'hui, sauf blessure, il a sa place dans l'équipe tous les jours. Mais je pense qu'il a aussi eu l'humilité de se remettre en question au moment où il a... Oui, mais il a jamais, à chaque fois qu'il prenait la parole pour justement parler de ses prestations, souvent il disait que soit Ludovic Ball lui apportait autant par ses conseils à l'entraînement, et que lui savait qu'il devait faire mieux. Donc jamais il a été dans qu'on pourrait dire une forme de politique de l'autruche en ne voulant pas voir ses performances. Mais c'est pour ça qu'il a progressé aussi, je pense. Il avait conscience de ce qu'il devait améliorer, et il l'a très bien fait. Et j'espère qu'il peut encore progresser d'ailleurs. Tout à fait. Et je parlais tout à l'heure des joueurs mis en valeur par le style de jeu d'Aloglio. Je pense que Romain Perrault en est l'un des meilleurs exemples. Si on met Romain Perrault à Lorient de l'autre côté, je pense que Le Goff a eu très peu l'occasion de s'exprimer, alors qu'il est plutôt un latéral assez offensif. Donc si on met Perrault dans une équipe type de Ligue 1, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a besoin d'espace, il a besoin de liberté pour faire les appels et les allers-retours sur son côté gauche. Donc c'est vraiment très très bien. Steve Mounier peut-être impliqué sur les 3 buts, comme je l'ai dit. Donc sur le premier, il décale Fossurier sur le côté droit. Sur le deuxième, il marque. Il est à la finition d'une belle tête. C'est pour ça qu'on l'a... Voilà, une tête sur un centre. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Il est dans la surface. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Et sur le troisième, il garde le ballon au milieu d'une défense centrale lorientaise. Bon. Pas ouf, mais il le fait. Et il permet à tout le bloc de remonter. Il attend Cardona, il attend Charbonnier, et le ballon arrive par un miracle, un dégagement magnifique de Thomas Fontaine sur Franco Nora. Donc globalement, on voit pourquoi on l'a acheté, et lui aussi paraît dans l'état d'esprit. Il a beaucoup touché le ballon, 55, c'est plus que Gaëtan Charbonnier. J'étais vraiment surpris de voir ça. Donc il bouge, il touche le ballon dans la surface. Pour l'instant, ce sont des débuts satisfaisants. On demandait un but peut-être pour ce match. Il est arrivé. Et ce qui est très important dans le rôle de Mounier, je pense, c'est qu'il libère Charbonnier.
il les libère dans le sens, on en parlait déjà dans le précédent podcast, et j'ai vu que le Télégramme avait repris ça aussi après le match. Charbonnier n'est plus du tout concentré uniquement sur le but. Et comme il avait pu l'être l'année dernière, où comme il marquait pas, et il dézonnait, mais il n'y avait plus personne devant. Là, Mounier vraiment représente une présence dans la surface de réparation, un poids très important. Les défenseurs centraux sont obligés de le surveiller vraiment constamment. Et Charbonnier peut lui être un petit peu un joueur qui tourne autour finalement et se montre beaucoup plus libre. Et voilà, Charbonnier quand il est libre, c'est un régal. Quoi. Pour le dire, il a fait des trucs dans le match encore. Ok, il marque pas, mais c'est magnifique. Il y a peut-être un autre point sur lequel on peut prendre satisfaction. On l'a pas beaucoup vu contre Lorient parce que Lorient n'a pas passé très haut. Mais Quentin qui a partagé une vidéo où Gauthier Larsonneur fait un dégagement de 80 mètres directement sur lui. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que si une équipe vient plus haut, on sait qu'on peut mettre un grand sac devant, on aura quelqu'un en dessous. C'était pas le cas, notamment sur les 2 premières journées. C'est vrai, c'était pas le cas non plus l'année dernière, où pas mal de fois on dégageait et le ballon revenait incessamment. Donc voilà, je pense que c'est un effectif qui est bien construit. C'est cohérent. Et cohérent. Donc il n'y a pas de raison d'être insatisfait à l'heure actuelle. Peut-être un autre joueur que vous voulez mettre en valeur, peut-être Jean-Kévin Duverne, peut-être Gauthier Larsonneur. Ouais, moi ça va, c'est un collectif, je trouve, qui s'est vraiment très bien comporté. Si Duverne a été très bien, comportement de patron, il a fait des actions tranchantes, je dirais, en allant perforant les lignes. Il prend la confiance petit à petit. Après, je pense pas que ce soit un immense défenseur. Niveau défensif, je pense qu'il y a des progrès à faire, et pour ça qu'on a concédé aussi quelques occasions. 8 millions, ça fait cher le porte-clés quand même pour Jean-Kévin. Hein. Non, mais voilà, je suis peut-être un peu sévère, mais il a fait un très bon match dans l'ensemble. De toute façon, toute l'équipe a fait un très bon match. Le seul que je mettrais peut-être un peu en dessous, c'est Christophe Ferrel. Non pas pour son but, parce que ça peut arriver à n'importe qui. C'est surtout des relances, et parfois je l'ai trouvé un petit peu malhabile avec la balle, mais je pense que c'est parfois peut-être aussi un manque de connaissance avec ses coéquipiers, et ça va venir avec plus de comment est-ce qu'on dit ça lorsqu'on s'entend bien avec ses copains, c'est plus d'automatisme. Je pense que sur ce match-là, on a vu l'importance d'avoir des joueurs du cru pour un derby. C'est tout bête, hein, mais Gauthier Larsonneur, qui est déjà un des plus motivés d'ordinaire, l'était encore plus. Il a été concentré 85-87 minutes. Après, en fin de match, c'est un peu relâché, mais voilà, quand il y a la concentration, quand il y a la motivation, et on va pas se mentir, quand il y a la réussite, parce que certains arrêts qu'il fait aujourd'hui, c'est ceux qui ne fait pas contre Nîmes et ceux qui fera pas la semaine prochaine. Mais voilà, la réussite est de retour, le mental est là, c'est très important. Donc, moi, très satisfait de Gauthier Larsonneur, et on va le souligner, mais je sais pas si on devra le souligner encore longtemps, c'est son jeu au pied qui a été une nouvelle fois excellent, tant sur le jeu court que le jeu long. Tout à fait, et c'est évidemment une majeure partie de son travail aujourd'hui. De son travail et de l'idée de jeu d'Aloglio, parce que si t'as pas un gardien qui s'est relancé proprement au pied, c'est difficile de relancer propre en partant de derrière. C'est néanmoins le seul gardien qui est en dessous de 50% d'arrêt sur les tirs cadrés. Donc on ne doute pas que ça va remonter évidemment, mais c'est intéressant parce que l'année dernière c'était plutôt l'inverse. Donc voilà, ça va revenir, d'autant qu'il n'est pas vraiment fautif sur aucun des buts qu'on a encaissés à part celui contre Lorient, mais voilà, généralement il pouvait pas grand chose. Donc il n'était pas vraiment aidé, notamment à Nîmes, mais on ne doute pas que ça va remonter. Il avait été excellent à Angers l'année dernière. On espère que ce sera la même chose dimanche prochain. Évidemment, contre son ami Paul Bernardoni. Oui. C'est notre ami aussi d'ailleurs. Oui, exactement. Deux, trois petits stats, bateau, un peu pour faire les intéressants, évidemment, au repas samedi soir, juste avant le match. On a déjà 6 buteurs sur 7 buts. L'année dernière, on avait 13 buteurs différents sur l'ensemble de la saison. Donc on est encore parti sur une saison où le danger peut venir de beaucoup de lieux sur le terrain, puisque voilà, le meilleur buteur actuellement c'est notre latéral gauche. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien? Donc, chacun a son avis. Est-ce que on préfère être un Metz ou un Quand tu joues le maintien, c'est bien, parce que si ton unique buteur se blesse, tu peux très vite être mis en danger. Tandis que là, comme le danger peut venir de partout, même si tu vois Charbonnier arrive à se blesser ou Mounier, il y aura quand même des rechanges. On sait que Cardona peut marquer, Honora a prouvé qu'il pouvait marquer. Bon, je trouve que avoir une palette plus large, c'est important. Après, quand tu joues, évidemment, l'Europe, ce genre de choses, il faut que tu aies un buteur, il faut que tu aies un cadre vraiment devant qui te marque les
15 buts dans la saison. Comme quand tu es en Ligue 2 et que tu montes en Ligue 1, par exemple, c'est souvent le ce qu'on cas. dit. On a vu avec Charbonnier, avec Diallo, ce genre de choses. Et autre constante par rapport à l'année dernière, c'est 6 passes décisives sur 7 buts. Donc la seule non pas décisive, donc c'est le dernier but d'Honora, puisque c'est une passe décisive de Thomas Fontaine, mais ça ne compte pas. Et là aussi, l'année dernière, Brest était l'une des équipes qui marquait le plus après une passe décisive. Donc que ce soit coup de pied arrêté, alors pas trop sur coup de pied arrêté pour le coup pour Brest, mais dans le jeu, donc c'est agréable, notamment Lyon a 4 buts et 0 passe décisive. Donc voilà, je pense que Lyon fait plus confiance à ses exploits individuels que Brest. Et je pense que là-dessus aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Messieurs, on a fait le. C'était bien. Hein. Ah, c'était agréable. Hein. Parfait. On va passer aux news peut-être après cet agréable débrief. Alors les supporters, c'est quoi les news? Merci pour le jingle, Fan. Alors comme d'habitude, on va commencer par les résultats des jeunes et alors pas les féminines puisqu'elles n'ont pas joué, mais globalement, ça s'est également très bien passé pour les équipes de jeunes du Stade Brestois, puisque tout le monde a gagné, hein, comme les pros contre l'Orient qui ont gagné. On le rappelle, si jamais vous nous rejoignez à la 30 et quelques minutes de ce podcast. Donc la N3 ne jouait pas, mais jouera donc à Pontivy samedi à 18h. Troisième victoire en 3 matchs pour les U19 de Franck Cardiles qui se sont imposés donc à Rennes, face au Stade Rennais. Stade Rennais, par contre, qui enchaîne une 3e défaite en 3 matchs, c'est assez inhabituel. Une belle victoire, donc 1-0, un but de Matteo da Silva, donc pour le coup chez les pros c'est le latéral gauche qui marque beaucoup, chez les 19 c'est le latéral droit, puisque deuxième but en 3 matchs pour Matteo da Silva, et donc c'est magnifique, les 19 sont premiers avec 3 victoires en 3 matchs et 1 match en retard. Alors encore un gros morceau pour les 19 ce week-end, puisqu'ils affronteront le SC Nantes à Penn-Hélène dimanche à 15h, donc normalement ce sera malheureusement à la même heure que le match des pros à Angers, si ça ne change pas d'ici là, à voir. Première victoire de la saison pour les U17, c'était contre Cholet, à Penel, donc c'était samedi, il me semble samedi après-midi, une victoire 4-1, avec des buts de Thibaut Lebeu, Marius Castan, Lucas Gega et Alban Botorel. Et Alban Botorel, évidemment, un de mes coups de cœur du centre de formation. Si vous avez écouté le podcast spécial formation, c'était en plein confinement. En plein confinement, en juin, juin, avril, parfait. Vous le saviez, mais si vous ne le savez pas, c'est le cas. Donc les U17 qui remontent à la 8e place avec 4 points et joueront à Châteauroux dimanche à 11h. Et enfin donc les féminines qui n'ont pas joué ce week-end, mais qui affronteront donc Vendenheim à Rolec-Quéruon. Ce sera samedi à 20h. On continue les news avec évidemment la rubrique que vous attendez tous et toutes, ce sont les anciens Brestois. Alors, les anciens Brestois qui ont plutôt brillé. Ouais, une très grosse semaine. Beaucoup de Brestois qui ont repris leur championnat. Et donc, comme tu disais, effectivement, Neil Maupay, qui lui n'a pas tardé. 2 buts dans les 10 premières minutes pour Neil Maupay. Pour une belle victoire 3-0 de Brighton sur la pelouse de Newcastle. Un résultat qui peut être très important pour le maintien de son équipe. Puis surtout, on a retrouvé ce Neil Maupay qui, même si le stade était vide, était juste là pour foutre de la merde, et c'est juste magnifique. Puisqu'on est quand même dans les anciens Brestois qui ont un certain niveau, faut également citer la reprise de Robin Lenormand avec la Real Sociedad, qui a redémarré par un 0-0 face au Real Madrid. Une performance très solide de Robin Lenormand qui a d'ailleurs été saluée par la presse espagnole et notamment basque. Donc ça fait plaisir. Après voilà, on va descendre un peu de gamme malheureusement. Y a un autre ancien Brestois qui a beaucoup brillé et c'est en Ligue 1 et on n'en a pas parlé sur ce début de saison, c'est Gaëtan Laborne qui a quand même délivré 3 passes décisives face à Angers. On doit y rajouter à ça son but face à Nice, plutôt joli la semaine dernière, et une autre passe décisive face à Nice. Donc on est quand même sur un attaquant qui a 2 buts et 4 passes décisives en 4 journées. Ça fait plaisir de savoir qu'il a évolué à Brest. On finit un petit tour international avant d'aller voir nos copains de Ligue 2. On a 2 autres Brestois qui ont brillé, et ça, je pense que la plupart d'entre vous ne se souviennent même pas du premier, c'est Kevin Koubemba, qui a repris le chemin des terrains avec le Saba Bakou et qui a marqué le but de victoire 2-0. Il a quand même un très beau ratio, parce qu'il a 4 minutes de jeu et un but. Attention, goléador. Comme avec le Stade Brestois sur ses 2 premières minutes de jeu. Oui, au Paris FC. C'est peut-être une carrière, c'est une carrière. Et
Alors, pire que Alain Traoré, qui était bon que en août, lui il est bon sur les 5 premières minutes de jeu dans chaque club. C'est fabuleux. Bon, par contre, lui, il n'a pas été bon au Stade Brestois ni dans d'autres clubs, hein. D'ailleurs, c'est Charlisson Benchop qui a marqué son deuxième but en 2 matchs avec l'Apollon Limassol. Bon, ça, c'est pas la grosse information. La grosse information, c'est que c'est le dernier Brestois engagé en Europa League avant l'entrée de Robin Normand. Et il jouera avec l'Apollon Limassol contre le Lech Poznan ce jeudi, normalement. Donc, à suivre. Bon, a priori, ça devrait être la fin de l'aventure pour lui. Et donc, on va finir quand même sur le tour de la Ligue 2. Exceptionnellement, les Brestois n'ont pas vraiment brillé. Le seul Brestois ayant marqué, c'est Jason Berthomier avec Clermont face à Toulouse. Un match dans lequel l'ancien Brestois Arthur Desmas, gardien de Clermont, s'est fait exclure. Et au final, s'il y a un seul poste à retenir de cette Ligue 2, c'est le poste de gardien. On a eu un Julien Fabry très très costaud du côté de Châteauroux, qui a permis à Châteauroux de partir avec le point du nul face à Amiens, alors qu'ils ont quand même joué 80 minutes à 10 contre 11. Et tu l'évoquais, la victoire auxerroise, 2-1 face à 3, avec un plutôt bon de Léon qui revenait pourtant de suspension. Parfait. Alors contre l'Orient, on n'en a pas parlé pendant le match, on va le faire pendant les news. C'était le grand retour des ultras en tribune. Fanche, tu y étais. Fanche, évidemment, éminent mangeur d'enfants, on le connaît. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que l'ambiance, déjà, ça fait plaisir, j'imagine? Oui, ça fait plaisir. Un stade chantant. Alors à la télé, c'était un peu bizarre parce que il y avait évidemment le chant des ultras qu'on pouvait entendre, mais également les chants synthétiques qui sont apparus de temps en temps. Et du coup, on se demandait si les UB et les CU chantaient deux chants différents, ce qui était assez improbable. Mais du coup, c'était un peu un brouhaha assez désagréable entre les ultras qui réagissaient dans la seconde, quoi, et les chants synthétiques qui avaient quelques secondes de retard et qui s'ambiançaient alors que parfois le ballon était déjà dégagé d'une zone dangereuse. Donc c'est assez désagréable. Il n'y a pas besoin vraiment quand il y a du bruit dans le stade d'en ajouter encore un peu plus. Non. Mais qu'est-ce que tu en as pensé justement toi de ce grand retour C'était bien, victorieux, c'était bien. Je trouve que les gens qui étaient dans la tribune ont d'ailleurs eu un comportement tout à fait exemplaire en gardant le masque tant que faire se peut. Vraiment, on était, je sais pas combien on était, je pourrais même pas donner un chiffre, je pense à peu près 300 personnes. D'ailleurs, à saluer le travail des graffeurs qui ont fait des très belles fresques derrière la tribune. C'est une du côté CU, une côté UB et une autre au centre, je crois. Vraiment, ça rend très très bien. Au niveau de l'ambiance, on avait l'impression finalement de retrouver la tribune Quimper comme sur certains matchs au niveau de l'affluence, certains matchs de Ligue 2 un peu milieu de tableau, il y avait c'était vide à droite et à gauche, mais logique face à une équipe de Ligue 2. C'est ça, mais le cœur des groupes y était. Et pour le reste, le stade, la tribune Arkea a plutôt participé du coup sous l'impulsion des ultras, a beaucoup plus participé aux encouragements que contre Marseille. En revanche, la tribune Foucault, un petit point négatif je trouve avec tous ces gens qui ne portaient pas de masque. C'est un petit peu désolant de voir ce genre de choses et c'est regrettable. Il y a pas mal de gens qui en parlaient au stade et même après. Je trouve que les règles sont les mêmes pour tout le monde et c'est pas parce qu'on est en loge qu'on n'est pas obligé de porter le masque. Donc c'était un petit peu le reproche que j'aurais eu à faire, mais dans l'ensemble ça s'est plutôt très bien passé. Un excellent comportement de la part de la tribune Quimper sous les yeux du préfet qui était présent au match. Et selon mes informations, il aurait en tout cas apprécié ce qu'il a vu, ce qui peut être une bonne chose pour éventuellement un passage de la jauge, une augmentation de la jauge de limitation des spectateurs de 5000 à peut-être 8 à 9000 pour que tous les abonnés soient présents contre l'AS Monaco dans 15 jours, en fonction de l'évolution évidemment de l'épidémie. Mais c'était beaucoup mieux que contre Marseille en tout cas, rien à voir. Et Denis Le Saint d'ailleurs a communiqué sur la chose. C'est assez rare pour être souligné. Oui. Donc ça veut dire qu'il a lui également vraiment apprécié ce qu'il a pu voir au niveau des comportements autour de cette pandémie. Donc que des bonnes nouvelles finalement à retenir de ce Brest-Lorient, à part évidemment, tu en parlais, l'absence de masque dans les loges sous la tribune Foucault. Passons peut-être à Brest, à Angers-Brest plutôt, avec une présentation sans invité cette fois. Alors une présentation sans invité, mais une présentation quand même,
avec, je crois que tu as préparé quelques faits et Oui. quelques anecdotes. Donc, juste très simplement, très 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 basique hein, sur le début de saison en juin et sur quelques informations à faire un petit historique rappel de leur début de saison. Déjà, on se rappelle du match de l'année dernière, hein, victoire brestoise à Angers 1-0 avec ce premier but à Brest de d'Irving Cardona vers la 60e minute de jeu à peu près. Paradoxalement, on a gagné à Angers et ils ont gagné chez nous alors que généralement on est plutôt bon à domicile et nul à l'extérieur. C'est ça. Donc un match qui est toujours assez difficile à Angers. Mais malgré tout, Angers depuis le début de saison en fait connaît un début de saison similaire dans les statistiques au nôtre avec 4 matchs, 2 victoires et 2 défaites. Victoire 1-0 à Dijon, j'ai l'impression que tout le monde va gagner à Dijon de toute manière. Défaite à domicile contre Bordeaux 2-0, j'avais regardé une partie du match, Angers ne s'était pas montré très dangereux. Victoire 1-0 contre Reims à domicile, un Reims réduit assez rapidement à 10. Et une défaite le week-end dernier, 4-1 à domicile, même si les stats du match montrent quand même qu'Angers avait beaucoup de frappes au but et s'est montré assez dangereux. Une lourde défaite à Montpellier. Au niveau de leur mercato, c'était quand même assez calme par rapport au nôtre. La recrue phare, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est Paul Bernardoni, solide gardien en provenance de Bordeaux, même s'il ne jouait pas à Bordeaux et qui jouait à Nîmes en prêt. Paul Bernardoni qui a été recruté. Alors au niveau du montant, c'est quoi ? C'est 10 millions, 8 millions d'euros. J'ai mis 8 millions d'euros, il me semble, de mémoire. Ils ont également recruté Loïs Diony, dont on parlait un petit peu dans le podcast, et toi notamment Quentin, à Brest. Il a été recruté par Angers, libéré de son contrat d'ailleurs, il me semble. Moi j'ai lu gratuitement, mais Saint-Etienne a un gros pourcentage à la revente. D'accord, donc pas forcément totalement gratuit. En revanche, pour le reste, c'est plutôt calme. On a noté quand même le départ de Baptiste Santamaria à Fribourg pour 15 millions d'euros. Donc c'était leur milieu de terrain un peu polyvalent et très bon milieu de terrain. Je trouve que c'est étonnant qu'il aille à Fribourg. Peut-être un club un petit peu plus huppé aurait pu le récupérer, mais bon, je pense qu'il va s'éclater en Bundesliga. Pareil au niveau du calendrier, ils se rendent au Parc des Princes juste après notre venue, donc je pense que sur la série, deux cadors d'affilée. Mais à mon avis, ils vont mettre un peu tous les ingrédients là pour essayer de nous battre parce que ça fait que ce sera pas au Parc qui risque de prendre des points. PSG remonte un petit peu en puissance. Alors que ce soit au début de saison, les 3 premiers matchs, ils ont joué à 4 derrière et contre Montpellier, ils ont joué à 5. Donc je sais pas quelle va être la composition alignée par Moulin, qui n'est pas un entraîneur forcément frisson. Je ne peux pas dire que j'apprécie énormément cet entraîneur, mais bon, on va voir ce que ça donne du côté angevin. Voilà, tout simplement sur Angers, c'était juste quelques petites stats et leur mercato et leur composition d'équipe depuis le début d'année. Angers qui est une équipe quand même assez solide de Ligue 1 désormais, au même titre que des équipes comme Reims ou Strasbourg. Quoi. Petit complément à Yann rapidement. Angers qui est donc la seule équipe à avoir raté un penalty cette saison. Parce que Brest n'en a pas eu. C'était Stéphane Bauken, qui est d'ailleurs leur meilleur buteur. Le meilleur buteur avec 2 buts et presque leur seul, puisqu'ils n'en ont marqué que 3 depuis le début de saison. Mais voilà, Angers, qui est là donc la seule équipe à avoir raté un penalty depuis le début de saison. Yann, je t'en prie, je t'ai coupé. C'était juste pour rajouter un petit point historique au niveau des stats. Faut quand même savoir qu'Angers, c'est une des rares équipes qui réussit très bien au Stade Brestois à l'extérieur. Ça sera probablement le 2e déplacement de Brest en Ligue 1, mais sur les 5 derniers matchs au stade Raymond Kopa, anciennement Jean Bouin, le Stade Brestois l'a remporté 4 fois. Donc voilà, on a battu notre chat noir à Dijon. Ça serait bien de continuer notre bonne série avec l'extérieur en battant notre chat blanc. C'est assez paradoxalement, Angers est une valeur sûre un peu de Ligue 1, mais cette année c'est assez difficile à cerner entre des défaites assez surprenantes contre une équipe de Bordeaux qui est très bonne, solide, mais voilà, qui est moyenne quand même, brouillonne. Une défaite assez lourde contre un Montpellier qui, perdre à Montpellier, c'est pas dramatique, mais c'est la façon dont ils ont perdu avec 4 buts encaissés, c'est vraiment assez étonnant. Ça rappelle le Stade Brestois l'année dernière. Exactement, et c'est assez étonnant de voir Angers prendre 4 buts dans un match. Romain Thomas était suspendu. Ça peut peut-être expliquer la fébrilité défensive. Et Stéphane Moulin s'est dit très inquiet par le manque de choix qu'il pouvait avoir dans son effectif. Il a commencé, donc comme tu l'as dit, avec 3 ou 5 défenseurs selon comment tu vois la chose. Il est repassé en 4-3-3 à la mi-temps. Et il a vu que ça marchait pas du tout, qu'il laissait encore plus d'espace qu'il ne le faisait en première période. Et du coup, à la fin du match, il s'est dit assez inquiet par le manque de solutions qu'il pouvait avoir dans son effectif. C'est l'occasion
Peut-être pour le Stade Brestois, pour faire la transition, pour parler de... Alors, juste avant que tu fasses de parler de Brest, tu m'étonnes un peu d'un truc. Alors, ça peut peut-être s'expliquer par le départ d'Olivier Piqueux qui recrutait avant à Angers et maintenant qui est parti à Caen, si je dis pas de bêtises. Mais ils ont bien vendu Angers les dernières saisons et à chaque fois, je trouve qu'ils recrutent pas très bien. Après, ils refont leur stade, je sais pas si Ouais, ça a un peut-être, mais je lien. trouve que voilà, ils recrutent pas forcément très bien. C'est pas forcément toujours très judicieux au niveau du recrutement. Des mecs comme Sadat Tube, etc. Bon, c'est un peu surprenant. Mais tu n'aimes pas Casimir Ninga? Non, pas du tout. Non, mais tu vois, quand je vois ce que fait Lorenzi à côté avec des moyens qui sont certainement plus limités, je trouve qu'on est mieux lotis. Du coup, il y avait justement des rumeurs pour remplacer Santa Maria. C'était 2 rumeurs au Portugal, mais dans l'article donc, qui était de Ouest France, il précisait que Angers était plutôt sur des cibles franco-françaises qui étaient du championnat français, quoi. Donc évidemment, ça limite un peu le choix, un peu comme Brest, même si c'est moins le cas depuis cet été. Et effectivement, ça limite un peu les possibilités en plus, ça augmente les prix, puisqu'on sait que les prix sont assez élevés au niveau français. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure façon de travailler, mais après, si les adversaires travaillent mal, c'est pas notre problème et ça nous arrange même un petit peu. Alors passons, voilà, je faisais la transition avant que tu me coupes de façon tout à fait malhonnête. La transition sur Brest. Alors Brest, tout va bien pour l'instant. Enfin, tout va bien. Ça va. En tout cas, pour l'instant, ça gaze. 2 victoires consécutives et 2 victoires convaincantes, on va dire. Là, on va faire quand même face à une équipe un peu plus solide que ce qu'on a pu voir contre Dijon et Lorient. Autant, en tout cas, au point de vue défensif, on sera peut-être moins mis en danger que l'année dernière. Alors Angers est la 3e équipe qui tire le plus au but. Brest est la 2e, mais Angers, un peu comme Brest, cadre très peu. Pour le coup, c'est la 3e pire équipe qui cadre avec 26% de tirs cadrés, donc ça fait 58 tirs pour 15 cadrés, alors que nous on est à 64 et on a 29% de tirs cadrés, donc c'est pas beaucoup mieux, mais c'est quand même un peu mieux. Donc ça pourrait techniquement être un match offensif, mais attends pas trop à ça. Non, c'est pas vraiment ce à quoi on peut s'attendre. Est-ce que on dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne? Est-ce que vous changeriez quand même vous feriez 2-3 modifications au 11 brestois qui pourrait se présenter à Angers? Oui, moi je sortirais le Doiron. Il a ouais. fait 3 matchs consécutifs et au bout d'un moment, voire 4 même d'ailleurs consécutifs en tant que titulaire. Alors peut-être le faire souffler et donner sa chance cette fois-ci en début de match à un Honora ou à un Cardona, ou pourquoi pas un Philippe Otto s'il est qualifié, je ne sais pas, ça risque d'être un peu juste. Mais je pense que voilà, le Doiron, comme tu disais, c'est difficile, il est difficilement critiquable parce que je pense qu'il fait de son mieux et qu'il est dans l'esprit au max. Mais il représente quand même peut-être le point faible de l'équipe encore aujourd'hui. Donc si on peut améliorer l'équipe, pourquoi pas. Sinon pour le reste, je ne change rien. Peut-être Mbok au milieu à la place de Belkebla que j'aurais bien fait souffler aussi. Bah ouais, moi je rejoins Franck justement sur la question Belkebla. Effectivement, celui qui était le moins en vue contre Lorient, même sur le début de saison, je le trouve pas forcément à son niveau, donc je pense qu'il y a un petit tour sur le banc pour le faire souffler, parce que c'est peut-être juste de la fatigue, hein. Ça pourrait être bien, et en même temps, ça permettrait de récompenser soit Batokyo, soit Mbok, qui tous les deux ont fait des rentrées très satisfaisantes ces dernières semaines. Et du coup, sur ce choix, cette défense de Christian Batokyo, parce que je suis Batokyo FC, je dois malheureusement vous dire au revoir, je dois partir un peu plus tôt que prévu, et donc à la prochaine, et bonne fin de podcast. Et Kenavo, évidemment. Kenavo. Alors nous, on va finir sur ce Angers-Brest. Angers qui a quand même pas mal changé de style de jeu. Il y a un peu moins de gros bourrins, notamment au milieu de terrain, où il y avait des Ndoye. Là, on a plus des milieux un peu à la Fulgini qui ont des profils un peu plus joueurs. Maintenant, est-ce que Stéphane Moulin, c'est vraiment la solution pour jouer avec pour savoir vraiment déployer un style de jeu un peu chatoyant? Pas sûr. Ça va être une opposition de style, je pense, entre des Brestois qui vont, comme d'habitude, essayer de jouer, peut-être être un peu plus pragmatique, comme on l'avait été justement l'année dernière à Angers, justement. Est-ce qu'on avait eu vraiment eu le choix? Je sais pas. Non, on avait subi, je pense. On avait vraiment fait. C'était un peu on était un peu en démerdanciel, quoi. Genre, on faisait ce qu'on pouvait, on pariait au plus pressé. Cette année, par contre, on va avoir un avantage par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a recruté notamment des joueurs qui ont un physique plus important. On sait que les matchs contre Angers, c'est souvent des combats aussi sur le point de vue physique. Et là, Mounier et Rel vont être vraiment très importants, je pense, dans le jeu. L'un
par sa conservation du ballon pour lorsqu'on sera sous pression, et l'autre pour notamment les coups de pied arrêtés. Et ça, c'est un gros problème, les coups de pied arrêtés défensifs face à Angers. C'est à mon avis quelque chose qui peut nous faire trembler pendant 95 minutes. Exactement, avec des gros gabarits comme Pavlovic, comme Traoré qui a déjà marqué. D'ailleurs, je crois que c'est l'autre buteur par rapport à Baoken. Premier match à Dijon. Romain Thomas qui sera sûrement de retour. Alors, ils ne font peut-être pas jouer les trois, mais on sait que contre Montpellier, ils ont fait une défense à 3. Donc, c'est pas vraiment des profils adaptés à une défense à 3, notamment pour relancer le ballon. Mais bon, s'il y a que ça comme possibilité, c'est pas à exclure. En tout cas, semaine après semaine, on a hâte de retrouver, moi je trouve, le Stade Brestois, plus que de voir finalement l'adversaire, quoi, par rapport à l'adversaire. Alors, évidemment, c'était un derby, donc il y avait un peu plus ce piment, mais moi chaque début de semaine, j'ai vraiment hâte de retrouver le Stade Brestois en fin de semaine parce que je sais que je vais passer du bon temps. Ce sera peut-être un peu moins le cas contre Angers qui va peut-être fermer un peu plus le jeu. Encore que, voilà, on verra. J'ai donné quelques stats tout à l'heure, mais il fait bon être supporter du Stade Brestois en ce moment. Oui, on l'a déjà dit plusieurs fois dans le podcast et c'est quelque chose qui se vérifie absolument. C'est sûr que si, ça aussi on l'a déjà dit, mais si on faisait le podcast à l'époque, des sombres époques, ce serait sûrement moins agréable pour tout le monde. Alors Fanch, est-ce qu'on n'aurait pas oublié un petit truc tout à l'heure dans les news? Un gros truc même. Un gros truc, c'est vrai, on va parler de binous, on va parler de bière, on va parler alcool, on va parler de pronostics, on va parler de Larousse, on va parler de la très belle. On l'avait dit, voilà, on était quelques-uns à avoir mis 3-1. Dont moi. Donc je suis passé à quelques minutes, quelques secondes de pouvoir remporter un petit lot très agréable, évidemment, que j'aurais donné à quelqu'un puisque je ne bois pas. Toi non plus d'ailleurs, Franck. Non. Tu avais mis combien toi? 2-1. Pour le reste. Tu es passé à quelques dizaines de minutes, oui. Finalement. Match exceptionnel, lot exceptionnel, grâce à évidemment la très belle. On remercie encore une fois Jean Sim qui est toujours à l'écoute et voilà, qui j'espère prend plaisir à être partenaire de ce petit concours de pronostics. On avait dit que donc parmi les gagnants, heureusement qu'il n'y a pas eu 1-0 parce que j'aurais peut-être eu un peu plus de gagnants, mais là 17 c'est plutôt bien. Donc parmi les bons scores, on allait tirer au sort l'un d'entre vous qui allait gagner un petit lot très agréable. Et donc on va faire le petit tirage au sort en direct. Donc chacun des bons, il y en a 17 donc, et chacun des pseudos aura un numéro attribué à son pseudo. Et, pas par nous, c'est par le site Larousse qui nous a envoyé les numéros, donc c'est pas, on est neutre totalement là-dedans. Exactement, et donc on va, grâce à Google, l'ami Google, on va générer un chiffre entre 1 et 17, et donc le chiffre sur lequel ça tombera, le gagnant se verra offrir un lot de qualité, évidemment. Fanch, c'est à toi. Est-ce que vous êtes prêts? Donc là, voilà, on est on a tapé nombre au hasard sur Google, évidemment, il n'y a pas de chauffe pour faire un tirage au sort ici, pas de petites boules chaudes ou froides, comme Noël Le Graët aurait pu le faire là, pour favoriser peut-être Guingamp, au hasard, Coupe de France, peut-être, voilà. Pas de ça chez nous. Nous ici on utilise Google. On a tapé nombre au hasard, donc chiffre minimum 1, chiffre maximum 17. Et donc je vais t'inviter à cliquer sur générer. Je clique. Alors je clique je génère. Il va générer. Attention. C'est généré. C'est le numéro 9. C'est Segalino. Segalino, donc qui va remporter un très beau lot. On va le contacter. Le contacter, c'est le mot que je cherchais, Fanch. On va le contacter et voilà, on espère en tout cas il répondra. Oui. Et sinon on sera obligé de refaire un autre tirage au sort. Tout à fait. Et donc comme bravo à tous ceux qui avaient trouvé le résultat, puisque tout n'est pas perdu, puisque vous gagnez 54 points au concours de Larousse. On va peut-être faire un petit bilan de cette journée, du classement actuel de Larousse. Moi je n'ai pas regardé combien j'ai fait. En tout cas c'est toujours Noma FC. Toujours Noma FC qui est en tête, qui commence à creuser un peu l'écart avec presque 1200 points. C'est vraiment solide. Et le podium est complété par Milor29 et par JR29 qui fait son entrée sur le podium, qui gagne 11 places. Donc on salue JR. Et on salue évidemment Charlisson qui est 4ème. On salue depuis Chiffres qui participe évidemment à ce concours Larousse qui était à 2 doigts de gagner le pack de bière La Très Belle sûrement. Ça aurait fait cher les frais de port, évidemment, pour Jean Sim. Envoyer un petit pack de bière à Chypre, ça aurait coûté
la peau du cul, comme on dit. Et au niveau du podcast, le meilleur, c'est Yann, qui est classé 17ème et qui a perdu quand même 10 places. Mais bon, il nous met un peu une raclée en ce moment. Moi, je participe. Moi, l'important, c'est de participer, de toute façon. Très Pierre de Coubertin. Je suis là pour les bons moments et pour le rire et la bonne humeur. Sur ce, merci Fanch. Merci à toi. Merci Fanch de m'avoir accompagné. Merci Yann, évidemment, qui nous a quittés prématurément. Petit ange parti trop tôt. Peut-être une petite surprise pour vous en fin de semaine également. Oui. Petite surprise écrite. On n'en dit pas plus, mais... Et une autre petite surprise qui n'est pas vraiment une surprise, c'est peut-être un podcast consacré à l'arrivée de Romain Philippotto qui sera disponible également dans la semaine. Un petit bonus, puisque évidemment si on fait des podcasts trop longs, ça peut être un peu contraignant pour la majorité d'entre vous, donc on décide un peu de couper, de faire différents peut-être parties de podcast et d'offrir des bonus. Sur ce, bon week-end à vous, bon match, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et allez Brest. Allez Brest, salut. Dans le bas de la croisière et dans la blanche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.